Nous sommes le 6 mai 2026 et en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, plus de 100 appareils militaires américains orbitent dans le ciel au-dessus et autour du Moyen-Orient et plus précisément autour du détroit d'Ormuz. Les groupes aéronavals américains sont en position et les destroyers américains tiennent la ligne à l'entrée du golfe Persique. Il y a 24 heures, des navires de guerre américains et des avions de combat ont envoyé 6 vedettes rapides iraniennes au fond du golfe Persique. Et pourtant, techniquement, le cessez-le-feu tient encore pour l'instant. Même s'il y a seulement quelques jours, l'Iran a lancé une salve de missiles contre les Émirats arabes unis. Mais voici ce que le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique, cette force paramilitaire dure, qui répond directement au cercle rapproché du guide suprême, peu importe, qui, en fait, partie à ce stade, avait à dire « Les 48 heures les plus lourdes conséquences de tout ce conflit viennent de se terminer ». Et elle se termine avec un élément que personne, dans les grands médias, ne présente correctement. Les mollahs iraniens, cette même direction qui disait au monde il y a quelques jours à peine qu'elle n'avait même pas encore commencé, sont en ce moment assis à Téhéran à examiner un mémorandum d'une page rédigée par les États-Unis, transmis par des médiateurs pakistanais. Ce mémorandum exige qu'ils remettent tout leur stock d'uranium hautement enrichi, qu'ils acceptent un moratoire de 15 ans sur l'enrichissement et qu'ils ouvrent sans condition le détroit d'Ormuz. Et la raison pour laquelle il l'examine au lieu de le rejeter immédiatement, la raison pour laquelle la bravade du CGRI sur le fait qu'il n'aurait pas encore commencé a discrètement disparu des manchettes est simple. Elle se trouve au fond du golfe Persique. 6 vedettes rapides d'attaque iraniennes ont disparu, éliminées par des hélicoptères Apache de l'armée américaine et par des équipages Seahawk de la marine en quelques minutes pendant l'opération Project Freedom. Et cela, combiné à 67 jours de la dégradation militaire la plus complète d'une puissance régionale depuis la guerre du Golfe, nous a mené à ce moment. Alors, décortiquons exactement ce qui s'est passé, ce que cela signifie, et pourquoi les prochaines 48 heures pourraient refermer définitivement ce chapitre de l'histoire. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, s'est levé à Téhéran et a déclaré « Nous n'avons même pas encore commencé ». Voilà la rhétorique. Alors parlons de ce qui se passe réellement sur l'eau, même s'ils disent qu'ils n'ont pas encore commencé. Au cours des dernières 24 heures, le président Trump a ordonné à la marine américaine de suspendre Project Freedom, la mission d'escorte armée conçue pour accompagner des navires commerciaux coincés à travers le détroit et hors du golfe Persique. Et voici les 2 publications trousses sociales que vous devez connaître. Il a déclaré « À la demande du Pakistan et d'autres pays, compte tenu de l'immense succès militaire que nous avons remporté pendant la campagne contre le pays qu'est l'Iran, et en raison aussi du fait que de grands progrès ont été réalisés vers un accord complet et final avec les représentants de l'Iran, nous avons convenu mutuellement que pendant que le blocus restera pleinement en vigueur, Project Freedom, soit le mouvement des navires à travers le détroit, sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Puis, il y a à peine une heure au moment où cette vidéo est produite, le président Trump a dit ceci, en supposant que l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, ce qui est peut être une grande supposition, le déjà légendaire Epic Fury prendra fin et le blocus hautement efficace permettra au détroit d'Ormuz d'être ouvert à tous, y compris à l'Iran. S'il n'accepte pas, les bombardements commencent. Et ce sera malheureusement à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevés qu'avant. Merci de votre attention à cette question. Président Donald J. Trump. Donc, avoir près de 200 chasseurs et bombardiers de l'armée de l'air dans des bases du Moyen-Orient signifie qu'il pourrait rallumer tout cela si le pouce vers le bas du gladiateur est donné, si l'Iran n'accepte pas l'accord. Mais cela ressemble à un grand progrès. À tout le moins, il donne à l'ennemi une porte de sortie, ce qui est une partie essentielle de l'art de la guerre. Laissez-les sauver la face pour qu'ils aient l'impression de repartir d'une position de force. Alors cela pourrait créer un accord global, et il est aussi dit que le Pakistan, évidemment, veut que cet accord se réalise. La couverture des grands médias passe pourtant beaucoup de choses sous silence. Le blocus naval américain des ports iraniens est toujours pleinement en vigueur. Pendant que les médias essaient en ce moment de dire « Oh, les États-Unis se sont complètement retirés »,
les États-Unis ne projettent pas de force. Eh bien, c'est exactement le contraire, mon ami. Avec les ports iraniens où les navires continuent d'être repoussés, je dis bien navires, pour que ce soit clair, la pression économique sur Téhéran n'a pas cessé une seconde, pas même une seule seconde. Et le parapluie aérien qui protège le transport maritime mondial est actif en ce moment même, appuyé par la 422 division aéroportée. La 422 division aéroportée utilise l'intelligence artificielle. Elle utilise le renseignement, la surveillance et la reconnaissance pour créer ce que le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a appelé un dôme rouge, blanc et bleu au-dessus du Moyen-Orient et au-dessus de l'Iran lui-même. C'est en place. C'est actif, mené par la 82 division aéroportée. Et l'Iran dit, eh bien, nous n'avons même pas encore commencé. Eh bien, je dirais que 6 de vos vedettes rapides d'attaque ont bel et bien commencé et qu'elles sont maintenant au fond du golfe Persique. Alors, je pense que vous accumulez déjà une facture sans même avoir commencé, ce qui est étrange. Mais qu'est-ce qui a réellement déclenché cette pause? Qu'ont fait les forces américaines 24 heures avant que Trump prenne cette décision? Le détail opérationnel complet commence maintenant. L'opération Epic Fury, la grande phase de combat que les États-Unis et Israël ont lancée le 28 février, avait déjà atteint ses objectifs centraux, notamment la dégradation des défenses aériennes iraniennes, le ciblage des infrastructures de commandement et de contrôle du CGRI, ainsi que de sa direction, la destruction de leur marine, la destruction de leur capacité à produire des missiles balistiques et des drones, la destruction de leur capacité militaire à fabriquer ces systèmes, et aussi la réduction de leur capacité à construire une arme nucléaire. C'est à peu près l'objectif principal. Mais le 4 mai, les États-Unis ont lancé Project Freedom. C'était cette nouvelle opération d'escorte armée destinée à guider physiquement des navires commerciaux coincés à travers une voie sud passant près des eaux territoriales omanaises hors du contrôle iranien. Mais en quelques heures, l'Iran a répondu évidemment avec sa flotte moustique, le CENTCOM, le commandement central des États-Unis, le commandement combattant responsable du Moyen-Orient, a confirmé que l'Iran avait lancé ce que l'amiral Brad Cooper a décrit comme plusieurs missiles de croisière, drones et petites embarcations visant à la fois des navires de la marine américaine et des navires commerciaux. Les forces américaines ont répondu de façon décisive. Le CENTCOM a confirmé que 6 petites embarcations iraniennes avaient été éliminées par des Apaches et des hélicoptères Seahawk. Le président Trump a parlé de 7, donc 6 ou 7 de ces embarcations ont été détruites. Les médias d'État iraniens ont nié que leurs bateaux étaient écoulés. Bien sûr, ils ont dit que c'était des bateaux touristiques. Oui, je suis certain qu'il y a beaucoup de tourisme dans le détroit d'Ormuz en ce moment. Peut être que ces bateaux étaient simplement là pour chercher les dauphins kamikazes, que le CGRI prétend aussi avoir. Je veux dire, à ce stade, c'est mieux que des requins avec des lasers sur la tête. Et puis, simultanément, l'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles contre des raffineries de pétrole des Émirats arabes unis pendant 2 jours de suite. Les Émirats arabes unis, l'un des principaux partenaires du Golfe pour les États-Unis, ont confirmé l'attaque. Puis l'armée britannique a rapporté séparément que 2 cargos étaient en feu au large des Émirats arabes unis et qu'un 3e avait été touché par un projectile inconnu dans le détroit lui-même. Un vraquier exploité par la Corée du Sud a pris feu. Après une explosion, Séoul a confirmé que le navire serait remorqué pour réparation avec les 24 membres d'équipage sains et saufs. Le tableau cinétique complet, ici, c'est donc à cela que ressemblaient réellement, sur l'eau, les 24 heures qui ont mené à la pause de Trump ce matin. Et c'est aussi pourquoi, lorsque vous entendez l'Iran dire « Nous n'avons pas encore commencé », la bonne réponse est « Vos bateaux sont sur le plancher du golfe Persique ». Alors commençons peu, être par là, et reconnaissons que vous avez bel et bien commencé. Maintenant, vos bateaux vont devenir de magnifiques récifs au fond du golfe Persique. La posture publique de l'Iran reste donc défiante. Sa proposition privée reste désespérée parce que c'est dans l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font réellement que nous allons trouver la vérité. La prétendue proposition de paix en 14 points de Téhéran, transmise par le Pakistan le 30 avril,
se lit comme si elle avait été écrite par quelqu'un qui pense avoir complètement gagné la guerre et ne pas avoir à négocier du tout. Parce que rappelez-vous, le CGRI et la direction sont complètement isolés de tout. Ils ont pris tout le trésor de leur pays et se sont installés dans des palais dorés et des toilettes dorées. Une partie de cette proposition de paix exige un retrait militaire complet des États-Unis de la région, la levée du blocus naval américain, le dégel de tous les avoirs iraniens à l'étranger, le versement de réparations de guerre à l'Iran, la fin de toutes les opérations militaires, y compris au Liban, et la création d'un tout nouveau mécanisme international de contrôle du détroit d'Ormuz. C'est pas une offre de paix, c'est essentiellement une demande de rançon venant du gars qui est déjà en prison. Les États-Unis savent très bien que l'Iran essaie encore une fois de faire danser le monde avec cette prétendue proposition de paix. Mais voici un chiffre choc pour vous. Apparemment, l'Iran aurait accumulé plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi. Le type raffiné à des niveaux qui approchent la qualité militaire. C'est selon le propre chien de garde nucléaire de l'ONU, l'AIEA, c'est assez de matière fissile pour potentiellement produire plusieurs dispositifs nucléaires si elle était davantage raffinée. Washington dit que ce point n'est pas négociable. Ce stock doit disparaître. Toutes les stocks. La réponse de l'Iran, l'enrichissement nucléaire est un droit souverain. Et cet écart exactement là est le centre de gravité de tout le conflit que nous voyons se dérouler. Et voici le prochain chiffre choc, plus de 230. C'est le nombre de pétroliers chargés qui ont été confirmés à l'ancre et en attente dans le golfe Persique au pic de l'affrontement. Incapables de bouger, cargaisons bloquées, propriétaires qui saignent financièrement. Le levier de l'Iran est réel, mais c'est un levier qui étrangle aussi la Chine, les États du Golfe, leurs partenaires européens. Nous savons que le Royaume-Uni et la France ont évidemment des liens avec l'Iran. Ils étranglent des partenaires commerciaux mondiaux qui maintenant, très discrètement, poussent probablement Téhéran vers un accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est actuellement à Beijing pour faire pression afin d'obtenir le soutien chinois. Il a publié sur X que Project Freedom et Project Deadlock. Ce serait plus convaincant si Rubio n'avait pas répondu en exhortant directement la Chine à dire à Araghchi que les attaques continues dans le détroit aggravent la situation économique de tout le monde, y compris celle de la Chine, parce que Beijing importe une part importante de son pétrole par Hormuz. Ils ne sont pas des spectateurs neutres dans cette situation. Vous avez donc vu les menaces de l'Iran. Maintenant, regardons le matériel militaire américain lourd qui tient physiquement la ligne face à l'Iran, pendant que le blocus reste pleinement en vigueur. Cette puissance matérielle américaine repose sur les destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke, les chevaux de bataille de la marine lorsqu'il s'agit de ce blocus lui-même. La classe Arleigh Burke, c'est 509 pieds de létalité superposés. Son système d'armement principal est le système de lancement vertical MK40 et le VLS, qui peut transporter jusqu'à 426 missiles dans une configuration standard. Ce chargement peut inclure des missiles standard SM-6 pour des engagements aériens et de surface à longue portée, des missiles Evolve 6 Sparrow pour la défense aérienne rapprochée et des missiles de croisière Tomahawk pour des frappes terrestres. Un navire, 86 munitions mortelles, toutes chargées sur ce seul navire. Ensuite, pour le combat rapproché contre les vedettes rapides iraniennes et les drones volants à basse altitude, soit le profil exact de menaces observées dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières 48 heures, ces navires transportent aussi un canon de 5 pouces, appelé le MK45, capable de diriger des tirs navals précisément ciblés contre des objectifs de surface à des distances pouvant aller jusqu'à 10 000, ce qui est simplement fou. Et ensuite, vous ajoutez la force d'assaut aérien qui se trouve juste là. Cela inclut la DIX. La DIX est probablement la principale plateforme qui mènerait la charge contre ces vedettes rapides iraniennes si elles revenaient tenter de frapper des navires commerciaux ou des bâtiments de la marine. Son élément central, c'est son canon de 30 mm. Il y a aussi la capacité de la DIX à transporter des paniers de roquettes. Des roquettes guidées par laser, hautement efficaces contre ces vedettes rapides d'attaque. Pour moi, c'est la plateforme numéro 1 pour tuer les vedettes rapides d'attaque et les drones. Même si l'armée de l'air essaie toujours de s'en débarrasser, ils semblent toujours revenir et tout le monde finit par dire « Oh, attendez, nous avons besoin de la DIX
Nous devons le placer au premier plan de ce conflit, surtout dans le détroit d'Ormuz. Encore une fois, c'est la plateforme numéro 1 pour abattre des drones et neutraliser des vedettes rapides d'attaque dans ce cas. Il y a aussi la 64 Apache, essentiellement un avion de chasse avec un gros rotor au-dessus. Vous avez en gros pris un avion de chasse et vous l'avez transformé en hélicoptère. C'est la combinaison parfaite. À ce stade, c'est l'enfant né de l'amour entre les avions de chasse et les hélicoptères. Il y a des systèmes de roquettes là, dessus. Un énorme canon à l'avant qui suit réellement la tête du tireur, ce qui permet au tireur de regarder, de voir les symboles sur la cible qu'il veut frapper, d'appuyer sur la détente et de libérer des rafales sur des cibles, des embarcations rapides d'attaque et surtout des drones. C'est une excellente plateforme anti-drone. Vous combinez cela avec la 10 et vous avez essentiellement une nouvelle scène du film Step Brothers. Mais à ce stade, ces systèmes sont capables de suivre simultanément des centaines de contacts et de transmettre automatiquement les cibles aux armes. Ils se connectent à Link 6 en transmettant au ADIX, au A64, au F-15 et au F-18, qui seront au-dessus dans le cadre de la force anti-drone, les informations sur l'endroit où pourraient se trouver les drones et les différentes vedettes rapides d'attaque. Vous ne pouvez pas cacher ces vedettes rapides d'attaque à cette suite de capteurs. La suite de capteurs est folle et vous ne pouvez pas la déjouer par la manœuvre. En gros, vous ne pouvez pas vous cacher d'elle du tout. C'est clairement le radar naval le plus collant qui soit. Donc vous avez près de 200 appareils au-dessus de la zone du Golfe Persique, prêts à repartir si les choses redémarrent. L'ISR est une grande partie de cela, renseignement, surveillance et reconnaissance. Parce que la marine du CGRI iranien dépend de la vitesse et elle dépend de tactiques trompeuses où elle essaye de cacher ses vedettes rapides d'attaque avant de foncer avec un essaim désorientant pour tenter de submerger une cible unique face à un groupe aéronaval. Avec l'aviation embarquée, pensez au FDX-8. Vous avez le E et le F. Le F est le biplace. Celui-là est une plateforme de frappe, tandis que la plateforme E relève davantage de la supériorité aérienne. Donc maintenant, vous avez cet énorme ensemble pour affronter ces vedettes rapides d'attaque du CGRI. Le matériel américain domine donc l'eau, mais la vraie partie se joue maintenant à Beijing, à Islamabad et dans le bureau ovale des États-Unis. Les prochaines 72 heures pourraient forcer un choix qui remodèlera le Moyen-Orient pour des générations. Donc, dans une lecture stratégique façon échec en 4D, l'armée iranienne a été totalement dominée. Sa marine, son armée de l'air, sa flotte, je veux dire, ils n'ont pu lancer que 6 embarcations rapides d'attaque. C'est pas rien, mais cela montre quand même que leur capacité à faire quoi que ce soit militairement a été sévèrement dégradée. Et maintenant, ils vont compter sur leurs forces par procuration pour essayer de semer le chaos. Mais voici le point, si cette affaire redémarre, tout est sur la table. Et cela commencera par une suppression des défenses aériennes ennemies, où des F-1-2 et des F-35 entreront et anéantiront complètement tout ce que l'Iran aura réussi à remettre en première ligne pour ses systèmes de missiles solaires. Mais il est probable que l'Iran en ait modernisé certains. Le président Donald Trump a publié mardi sur Truth Social que Project Freedom, l'opération destinée à ouvrir le détroit d'Ormuz, était temporairement suspendue car de grands progrès avaient été réalisés avec les représentants de l'Iran. Trump a écrit « À la demande du Pakistan et d'autres pays, compte tenu de l'immense succès militaire que nous avons remporté pendant la campagne contre le pays qu'est l'Iran, et en raison aussi du fait que de grands progrès ont été réalisés vers un accord complet et final avec les représentants de l'Iran, nous avons convenu mutuellement que pendant que le blocus restera pleinement en vigueur, Project Freedom sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Relisez attentivement cette déclaration une fois de plus. Le blocus reste pleinement en vigueur. C'est pas une pause dans la pression américaine, c'est pas une retraite. C'est les États-Unis qui disent à l'Iran « Nous avons déjà détruit votre marine. Nous avons déjà éliminé vos vedettes rapides d'attaque dès le premier jour de Project Freedom. Nous avons déjà dégradé vos défenses aériennes, votre production de missiles balistiques et
votre infrastructure d'enrichissement nucléaire. Et nous vous donnons une fenêtre étroite pour accepter les conditions avant que nous reprenions à un niveau d'intensité nettement plus élevé. C'est pas négocier en position de faiblesse, c'est négocier depuis la position militaire la plus dominante que les États-Unis aient occupée au Moyen-Orient depuis 2003. Trump a ensuite publié un deuxième message sur Truth Social mercredi, déclarant en supposant que l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, ce qui peut être une grande supposition, le déjà légendaire Epic Fury prendra fin et le blocus hautement efficace permettra au détroit d'Ormuz d'être ouvert à tous, y compris à l'Iran. S'il n'accepte pas, les bombardements commencent et ce sera malheureusement à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'avant. Un niveau et une intensité beaucoup plus élevée qu'avant. Laissez cela résonner. L'opération Epic Fury, lancée le 28 février, a détruit toute la marine conventionnelle iranienne, éliminé les infrastructures de commandement et de contrôle du CGRI, ciblé la direction, dégradé les installations de production de missiles balistiques et de drones, et frappé des sites d'enrichissement nucléaire avec des munitions de précision. Et Trump dit publiquement, officiellement, que si cet accord s'effondre, ce qui suivra fera paraître cela modéré. Ce n'est pas de la rhétorique. C'est un commandant en chef qui décrit une option militaire que plus de 200 appareils orbitant actuellement autour du Moyen-Orient sont positionnés pour exécuter dans les heures suivant une décision de pouce vers le base. Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord sur un court mémorandum visant à mettre fin à la guerre en Iran, a déclaré à CNN une source régionale familière avec les négociations. Les points clés incluent la levée par les deux pays de leurs blocus respectifs sur le détroit d'Ormuz. Selon Axios, la levée des blocus se ferait en échange d'une suppression des sanctions américaines et d'un engagement iranien à un moratoire de 15 ans sur l'enrichissement de l'uranium. L'Iran accepterait aussi de transférer son stock d'uranium hautement enrichi à l'extérieur de ses frontières, potentiellement vers les États-Unis. Un moratoire de 15 ans sur l'enrichissement, le transfert de tout le stock d'uranium hautement enrichi hors d'Iran, potentiellement sous garde américaine, et l'ouverture du détroit d'Ormuz à toute la navigation sans péage, harcèlement ou contrôle iranien. Il y a 3 mois, le régime iranien aurait qualifié ces conditions de déclaration de guerre. Aujourd'hui, il les examine par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais. L'écart entre alors et maintenant, c'est la distance que 67 jours de l'opération Epic Fury ont parcouru. Paquet de frappe après paquet de frappe. Washington veut que Téhéran abandonne son stock de plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi, dont les États-Unis disent qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe. Les médias iraniens ont rapporté que la proposition en 14 points de Téhéran inclut le retrait des forces américaines des zones voisines, la levée du blocus, le déblocage des avoirs gelés, le paiement d'indemnisation, la levée des sanctions, la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, et la création d'un nouveau mécanisme de contrôle pour le détroit. La proposition iranienne en 14 points. Je l'ai examinée attentivement et je veux être honnête avec vous sur ce qu'elle est réellement. Elle exige un retrait militaire complet des États-Unis de la région, la levée du blocus naval américain, le dégel de tous les avoirs iraniens à l'étranger, des réparations de guerre versées à l'Iran, et un nouveau mécanisme de contrôle du détroit d'Ormuz administré par l'Iran. En d'autres mots, l'Iran veut être payé pour avoir perdu la guerre, puis se faire redonner le contrôle du goulet d'étranglement pour lequel il a perdu cette guerre. C'est pas une offre de paix. C'est la position de négociation d'un régime tellement isolé intérieurement de la réalité par le contrôle de l'information du CGRI qui ne comprend sincèrement pas la position dans laquelle il se trouve. Et la réponse de Washington a été de produire un mémorandum d'une page qui traverse 14 points de fantaisie et établit les véritables lignes rouges américaines dans des termes qui ne laissent aucune place à l'interprétation créative. Les 67 jours de l'opération Epic Fury sont la seule façon de comprendre pourquoi l'Iran examine un mémorandum d'une page au lieu d'en rire. Et maintenant, nous devons parler du tableau stratégique de ce qui se passera au cours des prochaines 48 heures, parce que l'écart entre un accord et une reprise des bombardements a une intensité plus élevée qu'avant n'a jamais été aussi étroit qu'en ce 6 mai 2026. Et les détails de cet écart sont extrêmement importants.
Commençons par l'épine dorsale navale du blocus. Parce que, pendant que les médias se sont concentrés sur les vedettes rapides d'attaque et les engagements des Apaches, les destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke sont les plateformes qui imposent physiquement l'étranglement économique de l'Iran qui a mené le régime à ce point. Le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a déclaré mardi que le blocus américain des ports iraniens tient, tandis que les attaques menées par l'Iran depuis l'annonce du cessez-le-feu restent sous le seuil qui pousserait les États-Unis à relancer des opérations de combat majeures. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que l'opération Epic Fury était terminée, mais a refusé de relâcher les sanctions, avertissant que l'Iran fait encore face à une destruction générationnelle de son économie. Une destruction générationnelle de son économie. Cette phrase de Rubio n'est pas une hyperbole. Le blocus naval américain repousse des navires commerciaux loin des ports iraniens depuis le 13 avril. Le CENTCOM a confirmé avoir redirigé au moins 49 navires commerciaux loin de l'accès aux ports iraniens. Les revenus pétroliers de l'Iran, le moteur financier de toute la machine militaire du CGRI, ont été réduits à une fraction de leur niveau d'avant-guerre, et chaque jour où le blocus continue, la pression économique s'accumule d'une manière dont les palais dorés du régime ne peuvent pas protéger éternellement les Iraniens ordinaires. Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé que les États-Unis présenteraient un nouveau projet de résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour défendre la liberté de navigation dans la voie maritime Détroit. Le projet de résolution exige que l'Iran cesse les attaques, le minage et les péages. Il exige que l'Iran divulgue le nombre et l'emplacement des mines marines qu'il a posées et qu'il coopère aux efforts de retrait, tout en soutenant aussi la mise en place d'un corridor humanitaire. Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar ont coparrainé le projet de résolution. 5 États du Golfe qui coparrainent une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran aux côtés des États-Unis. Cette architecture diplomatique, construite sur la domination militaire établie par l'opération Epic Fury, est exactement le genre de cadre de pression multilatérale que les dirigeants iraniens comprennent, et elle représente un isolement international réel et soutenu. Ce n'est pas l'Amérique seule qui applique la pression. C'est toute la région du Golfe, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la France, tous alignés contre le comportement continu du CGRI et tous en train de pousser par les canaux diplomatiques pour l'accord que le Pakistan essaie actuellement de conclure. Maintenant, parlons de ce qui maintient réellement l'Iran à la table, parce que le président du Parlement lié au CGRI a dit qu'il n'avait même pas encore commencé. Et je veux répondre directement à cela, parce que cette déclaration a été faite pendant que 6 de leurs vedettes rapides d'attaque étaient transformées en récifs artificiels par des hélicoptères Apache. La flotte Moustique, que l'Iran a passé des décennies à construire comme principal outil de dissuasion navale asymétrique, sa doctrine de harcèlement privilégié contre des navires de guerre plus grands dans la géométrie confinée du sud du détroit, a envoyé 6 bateaux contre l'opération Project Freedom le 4 mai. 6, la doctrine standard, prévoit des essaims de 20 à 40 assaillants simultanés pour submerger les défenses ponctuelles. L'Iran en a aligné 6 et les équipages A-64 Apache et MA-60 Seahawk du CENTCOM les ont éliminés jusqu'au dernier en quelques minutes, tout en interceptant simultanément chaque missile de croisière et chaque drone dirigé contre l'USS Truxtun et l'USS Mason. Pas une égratignure sur l'un ou l'autre destroyer américain. L'Iran a tiré tout ce qu'il avait à l'ouverture de Project Freedom, et le résultat était un taux d'interception américain de 100% dans chaque catégorie de menaces, ainsi que 6 vedettes rapides d'attaque de moins dans une flotte qui n'était déjà plus que l'ombre de ce qu'elle était le 28 février. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé à un cessez-le-feu global lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à Beijing, le mercredi 6 mai, en disant que son pays est profondément bouleversé par la guerre. Wang Yi a déclaré que la communauté internationale partage une préoccupation commune pour le rétablissement d'un passage normal et sécuritaire dans le détroit et que la Chine espère que les parties concernées répondront aussi rapidement que possible aux appels pressants de la communauté internationale. La Chine, le partenaire économique le plus important de l'Iran, son principal acheteur de pétrole, le pays qui s'est
publiquement positionné comme le bouclier diplomatique de Téhéran tout au long de ce conflit, est maintenant assise en face du ministre iranien des Affaires étrangères à Beijing, en lui disant que la Chine a besoin que le détroit soit ouvert et que l'Iran réponde rapidement aux appels internationaux à une résolution. Ce n'est pas un allié solidaire qui donne à l'Iran une couverture pour tenir bon. C'est une dépendance commerciale qui envoie un message clair à son client le plus important. Le statu quo est économiquement insoutenable pour Beijing comme pour tout le monde. Et le secrétaire Rubio a compris exactement ce que signifiait cette rencontre à Beijing, ce qui explique pourquoi il est allé directement devant les caméras pour exhorter la Chine à dire directement à Araghchi que la poursuite de l'hostilité dans la voie maritime du détroit mènera Téhéran à l'isolement mondial. Une source pakistanaise impliquée dans les efforts de paix a déclaré à Reuters mercredi « Nous allons conclure cela très bientôt. Nous nous rapprochons ». Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a ajouté que le pays travaille pour s'assurer que l'accord mène à une fin permanente du conflit. Selon Axios, les États-Unis attendent une réponse de l'Iran dans les 48 heures concernant les points clés d'un mémorandum d'entente d'une page. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré plus tard, mercredi, à CNBC, que la proposition était en cours d'évaluation. En cours d'évaluation. Pas rejetée, pas balayée comme une agression impérialiste, pas accueillie avec le genre de conférence de presse défiante que la bulle d'information du CGRI produirait normalement. Évaluée. Ce seul mot du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, le 6 mai, est le signal diplomatique le plus important venu de Téhéran depuis le cessez-le-feu du 8 avril, parce qu'il signifie que la direction civile iranienne, la partie du régime qui n'est pas le conseil militaire du CGRI, comprend que la fenêtre pour un accord qui laisse quelque chose à l'Iran est en train de se refermer. Et une fois qu'elle se refermera, ce qui viendra ensuite, ce sont les bombardements à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée que Trump a mis sur la table. Ils me parlent avec tellement de respect, puis ils vont à la télévision et disent « Nous n'avons pas parlé au président ». Alors ils jouent à des jeux. Mais laissez-moi vous dire ceci, ils veulent conclure un accord. Ils veulent conclure un accord. Et la raison pour laquelle ils veulent conclure un accord est visible en plein jour, à travers 67 jours de pression militaire, navale, économique et diplomatique documentée, qui ont laissé l'armée conventionnelle iranienne anéantie, sa flotte d'attaque rapide décimée, ses revenus pétroliers bloqués, son programme d'uranium ciblé, sa direction du CGRI dégradée et son allié commercial le plus important assis à une table à Beijing en train de lui dire de répondre rapidement aux appels internationaux. Voilà à quoi ressemble réellement le fait de mettre un régime à genoux. Pas une cérémonie de reddition, pas un drapeau blanc, mais un mémorandum d'une page remis par des médiateurs pakistanais en cours d'évaluation à Téhéran, pendant que plus de 200 appareils américains orbitent dans le ciel au-dessus du Moyen-Orient, en attente d'un pouce vers le haut ou d'un pouce vers le bas. L'Iran va s'adapter et s'ajuster. Il y aura probablement beaucoup de MANPADS, ces missiles solaires portatifs, dans la zone, sur les collines, qui tenteront d'abattre tout chasseur qui pourrait entrer pour frapper des cibles précises. Mais encore une fois, le stock d'uranium sera l'élément numéro 1 à surveiller si ce conflit redémarre. Est-ce que ce sera quelque chose qui sera frappé et complètement enseveli sous terre? Ou est-ce que des équipes chirurgicales précises entreront pour essayer de le récupérer? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.